Donc, mon ambition, c'est que vous ayez les idées claires sur la fiscalité des métaux précieux. C'est souvent présenté comme quelque chose de simple, et moi je dirais que c'est présenté de façon simpliste, hein, plutôt que simple. Vous allez voir, c'est beaucoup moins simple que certains le prétendent. Alors vous trouverez des forums merveilleux sur Internet qui nient la plupart de ces choses-là. Ce que j'ai voulu faire, c'est un retour complet aux sources. C'est-à-dire que lorsque un problème se pose à vous, ce qui est important, ce n'est pas d'aller voir sur le forum Dupont, Duchemol, etc., ce que le pseudo chien fou ou autre a pu dire. Ce qui est important, c'est de retourner aux textes eux-mêmes de façon à ce que vous ayez la bonne source. Hein. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous donner tous les éléments pour pouvoir porter un jugement sur cette affaire. Je vais d'abord vous parler de quelques nouveautés fiscales, très rapidement. Hein. Quand je dis nouveautés, c'est-à-dire c'est des choses qui se sont passées dans l'année 2012 et qui sont soit des clarifications, soit en décalage par rapport à ce que j'ai pu écrire dans mon livre, qui est paru, lui, au mois de juin 2012. Donc effectivement, comme la fiscalité, c'est quelque chose qui bouge. Hein. Après, on va parler un peu de quelques définitions et on va faire de la fiscalité comparée au final pour pouvoir effectivement savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux en matière de fiscalité. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours négligeable. On a une des administrations fiscales les plus prolixes en matière de textes fiscaux. Alors je crois que de mémoire, je crois qu'on doit avoir 5000 articles des poussières dans le Code général des impôts. On doit faire en moyenne 1500 modifications fiscales par an. Hein, et on doit avoir, à l'ordre du... en compilant tout, on doit avoir 100 000 décrets, je crois, d'application. Voilà. Donc vous allez voir, forcément, à un moment ou à un autre, il y a des incohérences entre la page 12 et la page 12 994. Forcément, il y en a un qui n'avait pas vu qu'entre les deux, il y avait des incohérences. Vous allez voir qu'il y a des incohérences et que ces incohérences font planer effectivement des doutes sur certains aspects fiscaux et on va tenter de les éclaircir. Alors, première chose, c'est la détention de métaux précieux hors de l'Union européenne. Jusqu'au 12 septembre dernier, tous les rescrits qui avaient été faits par les professionnels qui sont dans les métaux précieux et qui stockent des métaux précieux en dehors de l'Union européenne, tous ces rescrits, vous savez tous ce que c'est qu'un rescrit, je suppose? Non? Ouais, je vous remercie. Bon, on va prendre une demi-heure pour ça. Vous souhaitez éclaircir concernant n'importe quelle activité fiscale, hein. Vous adressez ça, vous allez sur le site de l'administration, il y a un formulaire à remplir, et l'administration vous répond. Et donc, si c'est un sujet qui n'a jamais été abordé par ailleurs, à ce moment-là, ça va rentrer dans la base de données des rescrits, hein, et ça deviendra en quelque sorte comment on appelle ça, une jurisprudence fiscale. Hein, voilà. Et donc, jusqu'à présent, plusieurs administrations fiscales régionales avaient répondu oui, effectivement, lorsque vous stockez des métaux précieux en dehors de l'Union européenne, il n'y a aucune imposition. Ça avait été écrit fort justement. Je crois que même au coffre avait eu un rescrit dans ce sens-là. Hein. Et donc, évidemment, sans rentrer dans les détails, ça ne faisait pas les affaires de tout le monde. Et donc, on a réveillé l'administration fiscale là-dessus. Et l'administration fiscale vient de produire un bulletin officiel des impôts, un BOI, dans lequel elle dit très clairement que, certes, lorsque vous stockez des métaux précieux en dehors de l'Union européenne, vous ne payez pas la taxe forfaitaire. Hein, c'est normal, puisque en fait, la taxe forfaitaire, elle est due soit à la vente, soit à l'exportation. Donc, si vous stockez à l'étranger, forcément, à l'étranger, c'est déjà exporté, quoi. Donc, ni l'un ni l'autre ne s'applique. Hein. Mais, dans ce cas-là, on considère que c'est la taxe sur les biens meubles qui s'applique, c'est-à-dire la taxe sur la plus-value que vous allez réaliser au moment de la vente. Voilà. Donc maintenant, c'est clair, c'est tout récent, ça date du 12 septembre dernier. Ensuite, deuxième point, c'est la fiscalité des trackers. Qu'est-ce qu'un tracker?
Alors en fait, un tracker ou un ETF, Exchange Trading Fund, c'est comme une action. C'est une part dans un fonds qui lui-même, derrière, gère des métaux précieux. Et donc, à chaque fois que vous avez l'émission d'une part, donc d'une action en quelque sorte, le fonds s'engage à acquérir physiquement, quelque part, dans un stock, l'équivalent en métaux précieux. Donc, si la part vaut une once, il doit s'engager à stocker une once quelque part. D'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire véritablement de métaux physiques, vous êtes propriétaire d'une obligation que quelqu'un a envers vous de vous remettre des métaux physiques au cas où. Vous voyez? Et donc, un peu à juste titre, j'ai revu mon jugement là-dessus, un peu à juste titre, l'administration fiscale estime que ça n'est pas véritablement de la détention de métaux précieux, mais la détention d'une part dans un fonds qui lui-même, derrière, gère des métaux précieux. Donc c'est en ce sens que je pense qu'ils ont raison. Et donc, l'administration fiscale a mis quand même 3 ans à me répondre, rien que ça. Et donc, elle estime que ça doit être approché fiscalement comme les actions. Et donc, on verra tout à l'heure un peu le régime des actions. Alors, justement, l'imposition des plus-values, pardon ? Oui, s'il vous plaît, concernant le premier item, est-ce que ça signifie que l'or acheté et détenu avant 1700 peut être vendu sans taxation? C'est plus compliqué que ça. Alors, normalement, non, puisqu'il y a 3 ans de prescription. Donc, quand la vie sort, c'est rétroactif de 3 ans. Voilà. Mais on pourra en parler après, parce qu'il y a plusieurs cas à considérer, etc. Voilà. Deuxième changement, ou troisième changement plutôt, c'est l'imposition des plus-values de valeur mobilière. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est mon interprétation de ce que j'ai pu lire sur les sites du Sénat, puisque la loi est encore au Sénat pour le moment, et elle est susceptible d'évoluer. Et en plus, je vous ai dit tout à l'heure que l'administration fiscale et nos élus étaient très prolixes. Alors là, ils sont également imaginatifs. Donc, quelquefois, il faut comprendre ce qu'ils ont essayé de dire. Mais jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire les revenus de 2011, vous étiez imposé par un prélèvement forfaitaire libératoire de 34,5% sur la plus-value réalisée, incluant les prélèvements sociaux. Je ne détaille pas les prélèvements sociaux, il y en a 5, bientôt il y en aura 6, 7, n'ayez crainte, on va en rajouter. Pour les revenus de 2012, la bonne nouvelle, c'est que ça passe à 39,5% avec les prélèvements sociaux. Voilà, vous êtes content. Je vous avais dit qu'il faut l'antidépresseur dans cette journée. D'ailleurs, à la pause, vous verrez, il y a des petits cachets, c'est fait plus grand. La nouvelle, c'est qu'à partir de 2013, on quitte le système de forfait pour un système d'intégration de la plus-value dans les revenus. Ce qui fait que les gens qui sont dans les tranches les plus faibles paieront peu, et ceux qui sont dans les tranches les plus fortes paieront plus. Voilà. Et donc voilà le décompte que j'ai élaboré. Ce décompte tient lieu d'une règle qui, pour le moment, je pense qu'elle va être retenue, mais elle peut encore changer, qui est un abattement à partir de la 2e et 3e année de 20%, 4e, 5e, 30%, et à partir de la 6e année, 40% d'abattement sur la plus-value. Moyennant quoi, pour pouvoir savoir combien vous allez payer, il faut savoir dans quelle tranche d'imposition vous vous situez. Vous avez le montant du prélèvement. Donc, auquel même ceux qui sont non imposables devront quand même s'acquitter des 15,5% de prélèvements sociaux, 15,5% pour le moment. N'ayez crainte, ça va monter, etc. Alors, première chose, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'or d'investissement et les métaux précieux. Je vous rassure, j'ai mis moi-même quelques temps à le comprendre. L'or d'investissement, en fait, c'est une notion purement financière.
définie par l'Union européenne qui définit des classes d'actifs qui sont des produits financiers qui sont exonérés de TVA. Ça concerne les produits physiques, comme vous le savez, les lingots, les pièces, mais ça concerne également des produits non physiques, tels que des contrats futurs, tels que certaines options, etc. Donc, on peut très bien avoir un produit qui est à la fois dans l'or d'investissement et dans les métaux précieux, ou qui est dans les métaux précieux mais qui n'est pas dans l'or d'investissement. Donc, on ne parle pas de la même chose. Alors, donc, dans l'or d'investissement, on va avoir plutôt, je dirais, c'est une définition de la fiscalité plutôt pour l'achat, alors que les métaux précieux, qui est laissé à l'initiative, c'est la fiscalité laissée à l'initiative des pays membres de l'Union européenne, c'est la fiscalité à la vente. Donc, la fiscalité à l'achat a été définie par l'Union européenne, qui donc exonère de TVA l'or d'investissement. Cet or d'investissement, il se présente sous plusieurs formes. La première forme, en fait, c'est de l'or sous la forme de barres, de lingots, de barres, de plaquettes ou de plaques, avec une condition, c'est que la teneur soit au moins de 995 millièmes. La deuxième famille de produits physiques qui rentrent dans l'or d'investissement, ce sont les pièces de monnaie, c'est-à-dire que des pièces qui servent ou qui ont servi d'ailleurs, qui ont eu le cours légal ou qui n'ont plus le cours légal, donc des pièces de monnaie qui ont une teneur d'au moins 900 millièmes, qui ont été la définition des métaux précieux, qui donc est une définition, elle, nationale. Ça, c'est une définition Union européenne, qui s'impose au niveau national, bien entendu. Les métaux précieux, pour le comprendre, en fait, je suis parti d'une notion brute, qui est ce qu'on appelle le flan. Alors le flan, ce n'est pas le flan au caramel, je vous rassure. C'est le flan, c'est la rondelle de métal, précieux dans notre cas, qui sert avant d'être frappé. Voilà. Donc pour les gourmands, dommage. Alors, de ce flan, on peut faire deux choses. Donc, ce sont des notions que j'ai essayé de décomposer et qui sont directement tirées d'un texte de référence, qui n'apparaît plus en bas, là, mais je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas, mais vous devez l'avoir sur votre document, je pense. Vous pouvez avoir deux notions tirées de ce flanc. D'un côté, on peut en faire des monnaies, de l'autre côté, on peut en faire des bijoux ou assimilés. Et dans cette famille de bijoux ou assimilés, on a deux types de bijoux et assimilés qui sont reconnus et dont on va voir la définition juste après. Ce sont les jetons et les médailles. On verra juste après ce que c'est qu'un jeton et une médaille. Les monnaies, elles se décomposent fiscalement en deux familles. La famille après 1800 et la famille avant 1801. Avant 1801, fiscalement, vous allez voir, l'État a dit que, enfin l'administration fiscale a dit que c'était des éléments de collection. Après 1800, les monnaies se décomposent en deux familles. La famille des produits démonétisés, exemple Napoléon, et la famille des produits ayant cours légal. Cours légal, c'est-à-dire des produits qui servent comme moyen de paiement et qui sont reconnus par l'État qui l'a émis comme moyen de paiement. Alors fiscalement, on a là tout de suite les deux fiscalités qui s'appliquent. En bleu, sur les produits démonétisés, c'est la fiscalité des métaux précieux. Donc la fiscalité des métaux précieux, dont on va parler après, s'applique directement ici, auquel il faut rajouter, dans la définition fiscale, les lingots et les métaux précieux recyclés, exemple les bijoux recyclés en font partie, mais également les pépites, les métaux précieux à l'état brut. D'accord ? Donc voilà, à gauche, en bleu, vous avez la fiscalité des métaux précieux et uniquement des métaux précieux. Et en fait, en rouge, c'est une autre fiscalité qui s'applique, et ça s'appelle la fiscalité des biens meubles. Les biens meubles, c'est tout ce qui peut être bougé, donc par opposition à l'immobilier, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc on va voir maintenant quelle fiscalité s'applique.
Alors avant de la détailler, cette fiscalité par ligne de produit, on va dire, on va regarder les définitions. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeton? Des objets qui ressemblent à des pièces, donc elles sont frappées comme des pièces, mais qui n'ont pas cours légal, qui n'ont jamais été un moyen de paiement. Vous avez un très bel exemple. La Vera Valor est une, entre guillemets, pièce, mais c'est un jeton. Hein. Ça ressemble à une pièce. C'est un jeton qui n'a aucun cours légal, qui a une teneur en or, qui a un certificat qui lui est lié, etc., qui va lui permettre d'appartenir à l'ordre d'investissement, et puis qui, de l'autre côté, en sa qualité de jeton, va faire partie du périmètre des biens meubles. Vous voyez bien? D'un côté, à l'achat, TVA, il appartient à l'ordre d'investissement, donc exonéré, puisqu'il répond bien à la définition de l'ordre d'investissement qu'on a vu tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, à la vente, hein, on est dans les biens meubles, et donc on va voir quels sont les avantages des biens meubles que ça procure. Alors, les jetons, l'administration fiscale le dit très clairement, hein, les objets d'or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux y assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas des métaux précieux. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur l'appartenance des jetons à quelque chose d'autre que les métaux précieux. Et donc, si ça peut être quelque chose, ben c'est forcément dans la catégorie des biens meubles. Cette règle comporte toutefois une exception. Les monnaies d'or et d'argent sont considérées comme des métaux précieux lorsqu'elles sont postérieures à 1800, soit comme des objets de collection lorsqu'elles sont antérieures à cette date. Donc ça veut bien dire que les monnaies sont considérées comme des objets de la catégorie des bijoux y assimilés, c'est-à-dire comme des objets travaillés. Sauf si effectivement ces monnaies sont d'or et d'argent et considérées comme des métaux précieux, etc. Donc ça renforce la définition du jeton qui est juste au-dessus. Ensuite, le cours légal. Alors qu'est-ce que c'est que le cours légal? Je l'ai un petit peu évoqué. Le cours légal, en fait, c'est une décision d'État qui a une représentation métallique. Enfin, je dis métallique, mais ça n'a pas toujours été métallique, hein, mais aujourd'hui c'est métallique en général, ou sous forme de papier d'ailleurs, hein, les billets, accorde à ce morceau de métal ou à ce morceau de billet, ce morceau de papier, pardon, lui accorde un droit inaliénable, c'est-à-dire que l'État s'engage, en fait, derrière cet objet rond ou cet objet rectangulaire qui est un billet, s'engage en disant « vous pouvez me faire confiance, ce que vous allez faire circuler entre vous, c'est quelque chose que moi, l'État, je reprendrai tous les jours, hein, j'en estime la valeur, c'est moi qui l'ai émis et je le reprendrai tous les jours. » Donc c'est ça le moyen légal. Et donc, le cours légal ou le moyen de paiement est défini, en général, par une loi ou par un décret. Donc ce qui va être important, à chaque fois que vous voulez vous assurer qu'une pièce a bien cours légal, c'est de trouver le document qui attribue le cours légal à cette pièce ou à ce billet si vous êtes collectionneur. Alors, c'est facile, je l'ai fait quand j'ai écrit mon bouquin au mois de juin dernier, là. Je l'ai fait pour un certain nombre de pièces, donc c'est relativement facile quand on fait ça dans le monde occidental, on va dire. Hein. Donc, j'ai trouvé les documents anglais, américains, allemands, etc. Bon, je sais que les yuan d'or et d'argent ont cours légal, mais j'ai été incapable de mettre la main sur le document. Donc, s'il y a des sinophiles dans la salle, hein, je suis preneur hein, de leur expertise pour me trouver le document en question. Hein. Alors, il paraît qu'effectivement, les pandas d'or, par exemple, et les pandas d'argent ont cours légal, mais j'aimerais bien avoir le document original avec sa traduction certifiée à côté. Quoi. Et je ne l'ai pas. Mais aujourd'hui, on sait par exemple que le Krugerrand est une monnaie légale. Très souvent, sur les forums, les gens vous présentent ça comme une médaille ou comme un jeton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur nominale dessus. Mais il n'est pas nécessaire qu'une pièce ait une valeur nominale dessus pour avoir cours légal. Vous avez l'exemple du Krugerrand qui, lui, a sa valeur nominale
au cours de l'or. C'est-à-dire que le cours de l'or est de 1320 ou 1325 à peu près euros l'once. Donc aujourd'hui, le Krugerrand, il a cours légal pour 1325 euros. Et je vous ai mis les textes qui font foi en la matière. Donc pour le Krugerrand, c'est un texte de 1966 qui a été repris en 1989 avec la nouvelle administration, après la fin de l'apartheid. Un autre exemple, ce sont les pièces en or et en argent américaines qui ont cours légal pour la valeur nominale au niveau fédéral, mais qui, depuis que l'Utah a décrété que l'or et l'argent, les pièces d'or et d'argent émises par la réserve fédérale, par le Trésor américain, avaient cours légal, ont donc cours légal dans l'Utah pour le poids d'or ou le poids d'argent. Vous avez également une pièce mexicaine qui a une valeur qui est exactement dans la même situation, qui a cours légal pour le poids d'or qu'elle contient, ou le poids d'argent d'ailleurs, puisqu'elle est également frappée en argent. Alors, il y a des pièges, évidemment. Il y a quelquefois des pièces qui ont une valeur nominale dessus, et en fait, c'est du flanc. Donc, il y a un exemple, c'est le dinaire de l'Andorre, qui est une coprincipauté. Une pièce ayant cours légal. Avant la Et à partir du mois de juillet prochain, Andorre va frapper ses propres euros. Ensuite, une notion aussi qui est très confuse, la notion de pièce de collection, et qui est sujette à interprétation. Alors la collection, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tout. Donc ceux qui veulent collectionner des nains de jardin peuvent collectionner des nains de jardin. Alors, l'Union européenne s'est attelée à la définition des pièces de collection. Alors, la première définition, elle avait été faite pour l'application de la TVA. L'Union européenne dit que la TVA ne s'applique pas sur les monnaies légales, sauf lorsqu'il s'agit de pièces ou de billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement ou qui présentent un intérêt numismatique. Alors, intérêt numismatique, toute pièce et tout billet présente un intérêt numismatique. Donc ça part mal. Ensuite, normalement, qu'est-ce que c'est que normalement dans une... je vous présente une pièce de 1 euro qui vient de Chypre, vous ne l'avez pas dans votre collection, vous êtes prêt à me la prendre 1,20 €, est-ce que c'est normalement ça? C'est pas normalement. Bon. Donc vous voyez bien que cette définition-là, malheureusement, elle est utilisée pour l'applicabilité de la TVA dans le Code général des impôts. Donc elle n'est pas très claire. Après, en août 2011, la BCE a émis un avis justement à la demande de l'Union européenne pour essayer de faire du ménage dans les émissions de monnaie. Le problème, c'est que chaque pays au sein de l'Union frappait des monnaies. Imaginez un peu les États-Unis. Les États-Unis, il y a, je ne sais plus combien d'États, cinquantaine, c'est ça? 50 États. Imaginez que les 50 États des États-Unis se mettent à frapper de leurs pièces à eux. C'est ce qu'on fait, nous, au sein de l'Union européenne. Et donc, la BCE a pris peur, parce qu'elle s'est dit, mais si les gens ne reconnaissent pas les pièces, ils vont prendre peur par rapport à une pièce qui leur arrive de Slovénie, qu'ils n'ont jamais vue. Ils vont prendre peur et ils risquent de repousser les pièces, et donc il risque d'y avoir un problème de liquidité, de disponibilité de moyens de paiement, tout simplement parce que les gens repousseront les pièces qui leur font peur. Et donc ils ont essayé de mettre du ménage là-dedans, entre les pièces circulantes, les pièces dites commémoratives et les pièces dites de collection. Donc il y a des définitions qui sont sorties. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans l'avis de la BCE, qui est sorti là, en août 2011,
la BCE dit bien que les pièces qu'eux appellent de collection, en fait, vous allez voir juste après, c'est des pièces qui ne sont pas vraiment destinées à circuler. Mais on ne dit pas qu'elles ne peuvent pas circuler. On dit qu'elles ne sont pas destinées à circuler. Et la BCE dit bien que les États membres ne disposent pas de mesures leur permettant d'empêcher que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement dans l'État membre émetteur. Donc ça veut bien dire que ces pièces qui sont jolies, qui sortent en nombre limité, etc., ces pièces-là, ben, ce sont des moyens de paiement à part entière. Alors vous voyez que par rapport à la définition qui est au-dessus de normalité, où est la vérité? Ce sont bien des moyens de paiement. Et donc, après cet avis de la BCE, le Parlement européen a statué et a émis un règlement concernant l'émission des pièces en euros. Et le règlement précise que les pièces de collection en euros sont les pièces qui ne sont pas émises dans le but d'être mises en circulation. Donc en fait, on reparle de pièces de collection, mais vous voyez bien qu'on attribue la définition uniquement aux pièces de collection en euros. On ne parle pas de la pièce de collection, on va dire, britannique ou la pièce de collection américaine, etc. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'administration fiscale en pense. Alors en fait, elle en pense trois choses différentes. Première chose, et celle-là, elle est claire, elle nous dit que les pièces qui sont frappées avant 1801 sont des pièces de collection. Mais ça serait trop simple, parce que lorsqu'il s'agit des critères d'éligibilité à la TVA, on reprend la définition de l'Union européenne, et on nous parle toujours de moyens de paiement, de normalité de moyens de paiement, ou d'intérêt numismatique. C'est la même administration. Et un troisième avis dans un troisième papier vient nous dire que la qualité d'objet de collection n'est due qu'au fait qu'à un certain nombre de critères, et en particulier aux critères de rareté. La qualité découle de l'application d'un ou plusieurs critères, l'ancienneté, la rareté, l'importance de son prix, etc. Et pour moi, ça, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'une pièce qui est frappée à plusieurs milliers d'exemplaires, voire millions d'exemplaires, on puisse la considérer comme rare. Donc on ne peut pas considérer qu'une pièce frappée à plusieurs millions d'exemplaires soit considérée comme une pièce de collection. Voilà. Et pour ça, on a l'avis de la Cour européenne de justice qui nous dit très clairement que les objets pour collection sont les objets qui sont relativement rares, plus d'autres critères qui suivent derrière, qui ne sont pas normalement utilisés, conformément à la destination, etc. Mais moi, je retiendrai principalement ça, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares. Donc, mon interprétation de la pièce de collection, je suis désolé d'être un peu long sur l'affaire des collections, mais ça vaut le coup quand même de s'y intéresser, vous allez voir fiscalement pourquoi un peu plus loin. Pour moi, fiscalement en France, une pièce de collection, c'est une pièce qui est frappée avant 1801, point barre. Et en s'adossant à la fois sur le premier avis là, du fisc que je vous ai montré juste avant, dans le slide précédent, et également sur l'arrêt de la Cour de justice européenne. Je pense que c'est clair, et c'est suffisamment solide. Il n'y a pas d'instance supérieure à la Cour de justice européenne. Il n'y a pas d'instance supérieure. Donc ça, que j'ai trouvé sur un site Internet, c'est un site qui vend des pièces en euros pour les collectionneurs d'euros. Et donc, comme il est difficile d'aller en Finlande, ça coûte très cher pour aller en Finlande pour aller acheter une pièce de 2 euros, ce site vous propose de vous l'envoyer chez vous pour 3,25 euros au lieu de 2 euros. Donc il y a une marge de 62%. Mais c'est une pièce qui est frappée à 2 millions d'exemplaires. Ou alors celle de droite, là, qui vient d'Italie, qui est frappée à 15 millions d'exemplaires, vous voyez, on vous la propose à 3,25 euros. À votre avis, est-ce que ce sont des pièces de collection? Non, ça ne peut pas être considéré comme des pièces de collection. Alors, quel intérêt? Si ce n'est pas des pièces de collection, ça ne peut pas y avoir de TVA. Il n'y a pas de TVA là-dessus. Par contre, si vous tombez sur un louis d'or, donc ça c'est Louis
Louis XVI, 1778, vous êtes dans la rareté et vous êtes avant 1801. Donc c'est une pièce de collection. Voilà. Avec la fiscalité qui s'applique aux pièces de collection. Et la TVA en particulier, etc. Je résume. Pour les métaux précieux, nous avons deux fiscalités possibles, vous le savez. Une qui s'applique directement au prix de vente, qui, comment dire, a fait la réputation, enfin, a fait la mauvaise réputation des métaux précieux, hein, surtout quand le prix de l'or baisse, vous comprenez bien que ce n'est pas très intéressant. Hein. En revanche, lorsque le prix de l'or monte, et monte fortement comme en ce moment, il y a des cas de figure où la taxe forfaitaire est plus intéressante. Et ça, ce n'est pas l'objet. Et donc, aujourd'hui, cette taxe est de 8%. En face, vous avez un autre régime possible. Si vous arrivez à prouver la traçabilité de votre bien vis-à-vis du fisc, hein, c'est le régime de droit commun avec l'imposition de la plus-value. Avec les prélèvements sociaux, cette imposition se monte aujourd'hui à 34,5%. 34,5%. Avantage de cette solution, c'est que vous avez un abattement de 10% par an au-delà de la deuxième année, ce qui exonère totalement de plus-value et de déclaration votre plus-value, de taxe, pardon, je recommence, excusez-moi, qui exonère totalement de taxe votre plus-value au bout de 12 ans, hein, et de déclaration. Donc c'est un régime très intéressant pour quelqu'un qui fait du long terme. Hein. C'est le régime qui s'applique, de fait, lorsque l'on est hors de l'Union européenne. J'en ai parlé au début. Deuxième régime, le régime qui s'applique aux bijoux et objets de collection, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le régime des biens meubles, hein, donc les jetons, donc les médailles. Dans ce régime, les bijoux et objets de collection ont un peu l'équivalent de ce qui se fait dans les métaux précieux, mais au lieu d'être une taxe de 7,5 plus 0,5% de prélèvements sociaux, c'est une taxe de 4,5 plus 0,5 de prélèvements sociaux. Donc 5% de forfaitaire. Avec la même chose, si vous optez pour le régime de droit commun, hein, 34,5, avec le même abattement pour durée de détention, mais avec une spécificité intéressante, c'est que si la transaction est inférieure à 5 000 €, elle est totalement exonérée de taxes et de déclaration. Donc, si vous vendez un jeton à quelqu'un pour 2 000 €, vous n'avez ni déclaration ni taxes à payer. Donc, c'est très intéressant. Les monnaies ayant cours légal, sont considérées comme des biens meubles. Pour prendre un exemple, vous partez en voyage aux États-Unis, vous changez des dollars à la banque, vous les changez à un certain taux, vous partez aux États-Unis, et puis vous revenez avec pas mal de dollars, parce qu'en fin de compte, vous n'avez rien dépensé. Et puis un mois plus tard, vous retrouvez vos dollars dans le tiroir, et vous dites, tiens, je vais aller à la banque, les rechanger. Vous en avez pour 6 000 € équivalent, hein, vous avez fait une plus-value dessus. Normalement, et je suis sûr que vous tous vous le faites, hein, pourquoi ? Normalement, si vous en avez pour 6 000 €, vous devez effectivement payer la plus-value, enfin la taxe sur la plus-value que vous avez réalisée. Si vous en avez pour moins de 5 000 €, si la transaction c'est moins de 5 000 € avec votre banque, vous êtes dispensé de taxe sur la plus-value et vous êtes dispensé de déclaration. Alors je vous ai mis toutes les références, je pense que vous aurez les transparents, hein, donc je vous fais grâce de toutes ces références, mais vous les avez comme ça pour pouvoir aller les chercher dans le Code général des impôts que vous trouverez sur Internet. Voilà. Et donc, pour terminer, eh bien, j'ai fait deux simulations. Une simulation pour quelqu'un qui serait dans la tranche d'imposition à 30%. Et donc, vous voyez qu'en bleu, que si vous hébergez des lingots ou des pièces, hein, donc chez Au Coffre par exemple, hein,
vous avez la dégressivité de 10% par an qui va s'appliquer. Et donc vous voyez qu'au bout de 12 ans, vous avez effectivement une exonération complète. Et en comparaison, vous avez les 3 pics qui sont en bleu clair, vert et vert clair. Hein. Vous voyez que ça correspond à l'imposition. Attendez, j'avais un petit truc là qui... Voilà, le truc de Darvador. Voilà, Forex. Donc ça, c'est si vous faites, par exemple, du futur ou ce qu'on appelle du Forex, c'est-à-dire du trading sur les devises. Et dans les devises, il y a l'or. Donc on peut avoir de l'or en faisant du trading sur les devises, par exemple. Donc vous voyez que si vous faites du trading sur les devises, vous allez rester imposé à 45% sur la plus-value, désormais. Donc il y a intérêt à être bon en trading maintenant. Hein. Ensuite, vous avez en vert foncé les trackers dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ce qui correspond exactement aux actions, aux minières, vous voyez, en jaune là, voilà. Donc vous voyez que pour ces produits-là, vous avez une décote dont j'ai parlé, 20%, 30%, 40%, à confirmer en fonction de ce que le Sénat va voter prochainement. Hein, mais ça laisse un niveau d'imposition de l'ordre de 35% si vous êtes imposé dans la tranche des 30%. Hein. Et puis, vous constatez une chose, c'est qu'il y a des espaces blancs. Hein. Ces espaces blancs, ça correspond tout simplement, comme c'est zéro, je n'ai pas pu les mettre. Donc si vous aviez des jetons pour moins de 5 000 €, si vous avez des monnaies ayant cours légal pour moins de 5 000 €, si vous avez des monnaies de collection pour moins de 5 000 €, elles sont ici, vous voyez. Voilà. Donc en dessous de 5 000 €. Donc si vous avez 10 jetons à 4 999 € à placer, il suffit que vous trouviez 10 acheteurs différents. Voilà. Et ça se trouve. Et donc c'est zéro. Bon, c'est un peu laborieux, je sais, mais on n'a pas rien sans rien. Hein. Ensuite, tranche d'imposition à 14%. Donc vous voyez que même pour une tranche d'imposition à 14%, ça reste un placement intéressant. Hein, les métaux précieux sont un placement intéressant. Et que les décisions qui vont être prises, parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait prises, hein, je vous l'ai dit, le Sénat examine la loi en ce moment, vont vraiment pénaliser les actions. Vraiment pénaliser. Je pense que si on voulait assécher le financement des entreprises, on n'aurait pas fait mieux. Hein, si, on peut faire mieux encore. On peut augmenter encore le pourcentage d'imposition. C'est vrai, excusez-moi. Voilà. Je vous remercie pour votre patience.